Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Et oui, faut que ça change sur Sud Radio. Normalement tous les samedis à partir de 20h30, mais exceptionnellement ce soir, dimanche, parce que hier c'était le rugby. Vous savez, Sud Radio, c'est la radio du rugby. Et puis vous restez bien évidemment connectés parce qu'il y aura quand même du rugby ce soir sur Sud Radio. À mes côtés, autour de cette table, Mathéo Lamblot. Bonsoir à vous. Bonsoir Anthony, bonsoir tout le monde. En deuxième partie d'émission, on va parler de quoi avec vous, Mathéo? On va parler de tandem et de maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Oh, ça promet. Antoine Dizy, votre première dans cette émission. Bonsoir à vous. Bonsoir Anthony, bonsoir tout le monde. Vous êtes de passage chez Sud Radio et on est très heureux de vous avoir. Avec vous, en première partie d'émission, dans la vraie vie, on va parler de quoi? On va parler du coup de gueule d'un auditeur. Ah, ouais, bah ça, j'ai hâte d'entendre. C'est, je crois, au sujet des propos de Madame la Ministre Charlotte Parmentier-Lecocq, Charlotte, ministre démissionnaire en charge de l'autonomie et du handicap, qui la semaine dernière était à mon micro ici même. Et puis quelqu'un qui revient, Didier Moglet, bonsoir. Bonsoir Anthony, bonsoir tout le monde. Alors vous travaillez dans le handicap, vous êtes notamment vice-président de la GFIP, mais vous êtes là surtout aujourd'hui pour vous-même et par vous-même. Et on est très heureux de vous avoir autour de cette table en tant que débatteur. Eh bien, plaisir partagé. Pardon. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous recevrons le directeur général de l'Union nationale de France Alzheimer et maladies apparentées, Benoît Durand, pardon pour son prénom, je ne voulais pas écorcher. Et puis on démarre tout de suite, faut que ça change. Et je salue évidemment mes réalisatrices, Louane et Daisy, qui sont bien ici pour nous accompagner. Allez, avec vous Antoine Dizy, la vraie vie. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, faut que ça change. La vraie vie. La vraie vie, Antoine Dizy. La semaine dernière, Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre démissionnaire en charge de l'autonomie et du handicap, était mon invité. Et on a un auditeur qui visiblement avait un coup de gueule. C'est ça, aujourd'hui dans la vraie vie, on va revenir sur les propos de la ministre démissionnaire chargée de l'autonomie et du handicap. Sébastien est avec nous, il est accompagnant d'élèves en situation de handicap, AESCH. Il nous a AESH, pardon. Il nous a contacté car il souhaite avoir un droit de réponse aujourd'hui. Pour rappel, la semaine dernière, Madame la ministre avait déclaré ceci sur les AESH. Continue de recruter, mais c'est vrai que même si leur nombre a beaucoup progressé, les besoins qu'on identifie sont aussi croissants. Donc on court aussi un peu après le rattrapage de ces besoins. Et par ailleurs, c'est vraiment apporter des réponses du médico-social au sein de l'école. Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous. Vous avez écrit une lettre ouverte au président de la République pour souligner l'urgence d'agir. Concrètement, qu'est-ce qui, dans les propos de la ministre, vous a dérangé? Bonsoir Sébastien. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, tout à fait. Moi, ce qui me dérange, c'est vraiment d'entendre des personnes qui décident de certaines choses sans concerter vraiment les acteurs essentiels de l'école inclusive, qui sont les AESH, qui sont les parents, les associations, les enseignants. Et entendre des beaux discours, au bout d'un moment, il y en a vraiment marre, alors que la réalité, c'est autre chose. Ce qui m'a vraiment agacé, c'est vraiment l'arrivée des PAS, les PAS qu'on appelle, les pôles d'appui à la scolarité. Alors, il y a 7 ans, moi ça fait 7 ans que je suis à l'ESH, dans les Landes, et c'est vrai que petit à petit, il y a les PIAL qui sont arrivés. À votre accent, j'aurais dit que vous veniez du Nord. Bon, non. Il fait beau dans le sud, là il fait chaud, on est bien. Ah, mais vous avez bien de la chance en tout cas. Donc, alors pour reprendre, oui, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Alors, il y a les PIAL qui sont arrivés. Alors, c'est vrai que dans l'éducation nationale, on aime bien les acronymes qui fleurissent de tous les côtés. Alors, les PIAL, les pôles inclusifs d'accompagnement localisé, qui devaient être à la base quelque chose de révolutionnaire, majestueux, avec des AESH qui auraient des conditions de travail un petit peu mieux, on va dire. Des accompagnements qui seraient, ça se passerait plus resserré pour les élèves. Et finalement, on apprend depuis quelques mois qu'il y a les PAS qui arrivent, et les pôles d'appui à la scolarité qui vont remplacer les PIAL. Oui, mais pas avant 2027 sur la généralisation, selon ce que dit la... Alors, pas avant 2027, mais on sait très bien que même si généralement, voilà, là en ce moment, c'est en test dans plusieurs départements. Dans 4 départements, oui. Alors oui, voilà, donc, mais on sait très bien que, alors normalement, il doit y avoir une concertation
pour lequel ça doit être comme ça. Ça s'est passé aussi comme ça, il doit y avoir une concertation. Finalement, il n'y a jamais eu de concertation, ça a été généralisé. Sébastien, si je comprends bien, là, vous, ce que vous reprochez à la ministre, c'est pas vraiment d'agir. Ce que vous lui reprochez, c'est que vous n'êtes pas concertés, vous, les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, vous n'êtes pas concertés et surtout, vous avez l'impression qu'elle se réfugie derrière des acronymes ou derrière des grands concepts qui ne se traduisent par aucun effet sur le terrain ? Mais non, il n'y a aucun effet. Moi, je lutte énormément. C'est vrai que ça fait plusieurs années et la rentrée, là, a été vraiment catastrophique. Je me dis, chaque rentrée, ça ne pourra pas être pire. Mais malheureusement, c'est toujours pire. Même moi, personnellement, je l'ai vécu avec une rentrée vraiment très, très, très compliquée. Avec on arrive, on ne sait pas quel élève nous allons accompagner. Il n'y a personne qui est là pour vraiment diriger les AESH. On apprend qu'il y a plusieurs milliers encore d'élèves qui sont sans accompagnement. Et sans solution de transport par ailleurs, on en parlait la semaine dernière. Oui, tout à fait. Mais on oublie aussi qu'il y a beaucoup d'élèves, parce que là on parle de plusieurs milliers d'élèves qui sont sans accompagnement, mais il ne faut pas oublier tous les autres milliers d'élèves qui ont un accompagnement où les notifications ne sont pas respectées. Donc, et puis la situation des AESH qui est quand même assez précaire. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire ici et là, avec beaucoup de témoignages en ce sens. Vous êtes quand même relativement très mal payé, si je comprends bien. Ah ben oui, moi je m'en cache jamais, je vous dis franchement, je touche 1070 € par mois. Bon, bien sûr, ce sont des temps, ce ne sont pas des temps complets, bon, c'est comme ça, mais 1070 € et encore j'ai la prime rep, tout ça, autrement mon salaire serait moins de 1000 €. Mais c'est vrai, on a un salaire très précaire, on a un statut inexistant. Moi, je vous dis franchement, j'ai des AESH qui me contactent tous les jours, qui dorment dans leur voiture, qui ne peuvent pas se loger, qui sont en pleurs, qui sont de plus en plus en dépression. Même moi, même si j'ai l'habitude d'encaisser, d'avoir des personnes au bout du fil qui sont en train de pleurer et parce qu'elles essayent de trouver des solutions et que moi, je reste, j'ai pas forcément les solutions. Et c'est compliqué, quoi. Alors on est vraiment les deuxièmes. Les dernières roues du carrosse, c'est ça ? On est la deuxième profession. Ah, pardon. Oui, mais j'ai l'impression que c'était là où vous vouliez en venir. C'est pour ça que je vous ai dit les dernières roues du carrosse, parce qu'à vous écouter, vous vivez quand même, en tout cas, l'enfer. Mais oui, mais vous avez raison. Didier Mauglet, attendez, excusez-moi Sébastien, je voudrais juste que ça réagisse en plateau. Didier Mauglet, quand vous entendez Sébastien, là, vous pensez que on va toujours dans la bonne direction ou les acronymes qu'on nous sort peuvent changer la donne ? Malheureusement. Peut-être que ma question est trop orientée. Non, mais je comprends tout à fait la situation que vit ce monsieur. On est aujourd'hui face à plusieurs problématiques. Alors, bien entendu, les acronymes. Lorsqu'on débarque dans le milieu du handicap, ce n'est qu'une jungle, en fait. Vous avez des acronymes à tous les niveaux. Vous avez des structures qui se chevauchent les unes les autres, et vous savez pas forcément sur quel chemin aller pour trouver une solution. Aujourd'hui, ce que décrit ce monsieur, c'est juste malheureusement une réalité qu'il faut combattre tous et fort, parce que l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de tout à chacun, c'est l'avenir de l'emploi. Moi, je suis plus sur la partie emploi, Anthony, mais ça commence dès le jeune âge, dès l'apprentissage. C'est donner les moyens à nos enfants de pouvoir suivre une scolarité, de pouvoir progresser et d'avoir cette envie plus tard, d'avoir des rêves, des projets et de pouvoir les exprimer. Et donc, le rôle fondamental des AESH aujourd'hui doit être non seulement appuyer, non seulement accompagner, mais en plus clarifier et leur permettre d'avoir une vie décente. Et revaloriser leur statut et leur situation socio-professionnelle, évidemment. Sébastien, moi je veux vous remercier en tout cas d'avoir pris la peine de nous contacter ici chez Sud Radio. J'espère que vous resterez fidèle à Sud Radio parce que ici, vous savez, on parle vrai.
Si vous aussi vous voulez bien prendre la parole comme Sébastien, donner votre coup de gueule et revenir sur des propos qui sont tenus à l'antenne, vous êtes évidemment les bienvenus au 0826 300 300. Vous nous laissez un message ou vous nous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr. Sébastien, qu'est-ce qu'on vous souhaite le meilleur? Alors avant tout, déjà, je voudrais passer un message aux AESH, c'est on va continuer de lutter. Si elles se sentent seules, parce que c'est un métier assez féminin, on va dire. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle l'association AESH en Lumière. Donc, n'hésitez pas à venir nous contacter sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, on va se battre au quotidien pour essayer d'améliorer les choses, même si on se bat contre une montagne, on va dire. Bien sûr. Mais voilà, on va rester en contact et je vous tiendrai au courant si ça évolue, mais on garde quand même espoir. Ok, écoutez Sébastien, merci en tout cas d'être venu témoigner ici sur Sud Radio. Vous bougez pas sur Sud Radio, on reviendra évidemment sur ces sujets de scolarité tout au long de cette année. On suivra évidemment comment les choses évoluent. Juste après cette courte pause, nous serons avec le directeur général de l'Union nationale de France Alzheimer et maladies apparentées, Benoît Durand, son directeur général qui reviendra sur cette journée mondiale sur la maladie d'Alzheimer. Excusez-moi, j'ai sauté mes notes. Merci Antoine Dizy pour ce coup de gueule de notre auditeur dans la vraie vie sur Sud Radio. Il faut que ça change. Et puis on revient juste après. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio. Merci d'être toujours là avec nous. Didier Moglet, bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous travaillez sur les questions de l'emploi et du handicap. Et vous êtes notre débatteur du jour. Mathéo Lamblot, juste, après, on va revenir avec vous sur ce que disent les réseaux sociaux. Sud Radio, faut que ça change. La story de la semaine. Mathéo Lamblot sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on dit? Ça s'agite, Anthony, et il y a de quoi. Le paratriathlète Anthony Perel, médaillé de bronze aux Jeux de Paris. Antoine Perel, lui, médaillé de bronze aux Jeux de Paris, a dénoncé sur ses réseaux l'amende de 150 € qu'il a reçue de la part de la SNCF. Écoutez bien la raison, le transport d'un tandem nécessaire à sa pratique sportive dans un TGV qu'il prenait pour se rendre à Vichy afin de préparer les championnats du monde de triathlon. La SNCF a dit prendre au sérieux la situation et Antoine Perel a reconnu être en tort. Mais honnêtement, Anthony, je trouve qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, surtout un an après des Jeux de Paralympiques où l'on promettait une révolution. Personnellement, je l'attends toujours. Oui, je l'attends aussi. Puis en quoi il peut être en tort? Je veux dire, il pratique son sport. On lui a dit que, a priori... Selon la SNCF, il y a des règles de sécurité que chacun doit suivre. Voilà. D'accord, mais j'entends cette question, Mathéo Lamblot, les règles portées par la SNCF qui dépendent de règlements européens sur les PMR, notamment les personnes à mobilité réduite. Mais là, quand même, on est 1 an après les Jeux, comme vous venez de le dire, sur un héritage qui est toujours pas là. C'est ça. Excusez-moi, mais un athlète paralympique qui veut se rendre sur un lieu d'entraînement ou de compétition et qui se fait verbaliser parce qu'il a son équipement sportif, pardon, mais on marche sur la tête. Si on revient sur l'actualité aujourd'hui, la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer et apparentée. Et oui, nous recevrons ensuite Benoît Durand, donc directeur général de l'Union nationale France Alzheimer et maladies apparentées. On le rappelle, en France, les maladies neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer, touchent 1,4 million de personnes, ce qui représente 2,2% de la population, selon une étude de la Fondation Recherche Alzheimer. La téléassistance joue d'ailleurs un rôle clé dans l'accompagnement des personnes atteintes de ces maladies. Alain Monteux, président de Tunstall Vitaris, leader de la téléassistance, nous explique pourquoi. C'est une présence continue. Elle ne va pas remplacer l'humain, mais elle va apporter une vigilance permanente et discrète. En cas de chute, en cas de malaise, en cas de désorientation, une alerte va pouvoir être déclenchée et un professionnel va répondre immédiatement. Cela va participer à éviter l'isolement face notamment à un accident, face à une urgence, et ça va permettre notamment de rassurer aussi les proches par rapport à ce qui peut se passer quand ils ne sont pas là et leur offrir aussi un peu de temps libre. Benoît Durand, directeur général, je rappelle, de l'Union nationale France Alzheimer et maladies apparentées. Je vous ai vu un peu tiquer sur ces propos. Que pensez-vous, vous, de ces dispositifs de téléassistance? Bonsoir Benoît Durand. Bonsoir. J'en pense à la fois du bien, mais oui, j'étais surpris par les propos parce que si un professionnel de santé, quel qu'il soit, se déplace dès qu'il y a un bip, je suis très étonné, vu qu'il y a quand même carence de professionnels et qu'on manque quand même
ont quand même de moyens humains. De moyens humains. Donc voilà, c'est juste ça. Voilà, c'est ça ma réaction. J'ai tiqué un peu. Mais cette solution n'est pas viable? J'en sais rien. Je connais pas l'application. En fait, toutes ces applications, tout ce qui est en train de naître au niveau de nouvelles technologies, j'en pense du bien en général. Après, en fait, en particulier après, il faut étudier parce que du coup, c'est un complément à quelque chose. Voilà, c'est comme il a dit, hein, ça remplacera pas l'humain. Donc France Alzheimer, c'est la seule association qui accompagne au quotidien les personnes impactées par la maladie, que ce soit la personne malade ou l'aidant, et rien ne remplacera l'humain. Et justement, comment vous accompagnez-vous les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? Ou de démence de manière générale, je crois qu'on peut dire ça. Alors nous démence on l'emploie pas parce qu'en fait ça c'est un terme on va dire générique international et en fait ça a une connotation en France la démence un peu négative, péjorative. Péjorative, négative et du coup en fait qui peut avoir d'autres interprétations. Du coup on l'emploie pas, surtout pas démence. Voilà, nous on intervient à travers un maillage territorial fort. En fait on a une association dans chaque département avec un maillage territorial fort dans le département en question. En fonction des moyens humains et financiers dans chaque département. Et du coup, on intervient à travers différents ateliers, à la fois spécifiques pour les personnes malades, pour les aidants et pour le duo aidant-aidé. Et vous avez... Pardon, Mathéo. Et vous savez quel type de professionnel dans votre association, justement, pour accompagner? Alors nous, en fait, on fonctionne toujours avec un binôme bénévole. Bénévole, en fait, je veux dire un bénévole... bénévole expert ou bénévole une paire aidance. C'est en fait un bénévole qui a essentiellement connu la maladie. Et donc, du coup, qui peut partager son expérience. Et les autres professionnels qui nous accompagnent, plutôt, ce sont essentiellement des psychologues. Après, Didier Moglet ? Mais pas que. Après, on peut avoir des professionnels experts en musicothérapie, en art-thérapie, etc. Didier Moglet, une question, je crois. Ouais, justement, merci Anthony. Par rapport à Alzheimer, moi, je me situe toujours aussi par rapport à l'aidance. Comment vous articulez ça, en fait, et comment... moi qui suis forcément impliqué sur les questions de l'emploi, comment vous parvenez en fait à concilier les deux et à aider ces personnes-là à agir au plus près des personnes atteintes d'Alzheimer? Alors c'est sûr que c'est difficile parce que c'est une maladie en soi qui isole. Et donc en fait, la première chose qu'on va dire aux personnes, donc du coup le message que je peux adresser ce soir, c'est ne restez pas seul. Si vous êtes confronté à cette terrible maladie, à ce fléau, ne restez pas seul. Venez nous voir, mais pas que nous, hein, mais voilà, nous on est là en fait pour vous écouter, vous accompagner. La première des choses qu'on va faire pour l'aidant, c'est l'écouter à travers un entretien psychologique individuel. Et ensuite, on va l'orienter vers une formation des aidants. Je mets des guillemets à formation des aidants. Qui n'est pas en soi une formation type, mais en tout cas, on va, à travers différents modules, on va sûrement lui apprendre à communiquer différemment avec la personne malade, parce qu'on va parler de la maladie, l'évolution de la maladie, on va aussi lui parler des aides qu'elle peut obtenir, et on va faire pas mal de choses comme ça à travers ces modules, et ensuite on va les inviter, ce groupe-là, à continuer à travers des groupes de parole, et après avec des ateliers spécifiques, parce que la santé de l'aidant est très important, et du coup en fait c'est préserver la santé de l'aidant aussi. Peut-être pas s'énerver d'ailleurs, parce que je présume que quand on a un proche qui est atteint de maladie, soit la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, on est à la fois perdu, désemparé, et on a peut-être par moments des réactions humaines, certes, oui, mais qui peuvent être aussi sous le coup d'un énervement non contrôlé, d'une colère. Tout à fait. Alors après, c'est humain, hein, quand vous répétez 15 fois, 20 fois la même chose, vous pouvez vous énerver. Ouais. Après, on a tendance à dire qu'il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas une personne malade qui ressemble à une autre personne malade, malgré les 1,4 millions de personnes malades Alzheimer ou maladies apparentées. C'est-à-dire qu'en fait, les symptômes de la maladie peuvent varier entre le comportement, les troubles moteurs, les troubles cognitifs, etc. Et donc, du coup, c'est ça aussi qu'on apprend, qu'on va apprendre, qu'on va communiquer. C'est que la communication va être différente. Il y a des communications aussi non verbales qui sont très importantes. Et après, effectivement, recadrer la personne et lui dire non, ou en s'énervant au bout de 15 fois, c'est pas forcément la bonne solution. Mais en fait, tout ça, faut l'accompagner. Parce que c'est facile à dire. Mais en fait, l'aidant, faut l'accompagner, faut lui apprendre aussi. Le comment, quoi. Moi, je m'interroge toujours sur à quel moment cette maladie, elle intervient dans la vie et comment on se fait dépister. À quel âge on doit le faire vraiment? C'est une bonne question. Je fais juste une parenthèse, hein. Il y a quand même en France... Il y a des chiffres édifiants, hein.
Il y a des chiffres éditions. 250 000 nouveaux cas par année. C'est ça. Et 33 000 des moins de 65 ans. Donc, 55 000 des moins de 65 ans. Ah ouais, 55 000. Mes chiffres n'ont pas à jour. Mais moi, j'avais lu ça déjà. Même 33 000, je trouvais ça délirant. Ouais. Je me dis, mais à quel âge je dois me faire tester, enfin dépister, si même un dépistage il y a? Généralement, déjà sur les malades jeunes, dit jeunes, parce qu'en fait, on parle de malades jeunes quand on a moins de 65 ans. Vous n'avez quand même pas, de prime abord, vous n'allez pas penser que vous avez des maladies d'Alzheimer. Donc déjà, en fait, ça, c'est quand même une nouveauté. Tout le message qu'on est en train de donner à l'association, c'est aussi ça. C'est déstigmatiser la maladie, mieux informer sur la maladie. Bref, après, c'est aller voir un médecin généraliste. La plupart du temps, n'est pas forcément formé en maladies neurodégénératives. Ouais. Et après, vous avez des spécialistes. Vous avez des neurologues pour les moins de 65 ans. Ou après, vous avez des gériatres. Et là aussi, c'est bien diagnostiqué. Et malheureusement, aujourd'hui en France, pour avoir un diagnostic fiable, on va passer par différents tests. Sanguin, IRM. PET scan. Ouais, mais c'est surtout la ponction lombaire. D'accord. Rien ne remplace la ponction lombaire pour un diagnostic fiable. D'accord. C'est quand même super intrusif, la ponction lombaire. Ouais, il faut avoir envie. C'est douloureux. Mathéo Lamblot. Et ensuite, il y a un traitement. La semaine dernière, la Haute Autorité de Santé a refusé une approbation accélérée du médicament Leqembi. Ça vous fait quoi? Est-ce que ce médicament est selon vous efficace? Que répondez-vous à la Haute Autorité de Santé? Ça y est, vous allez me mettre en colère. Je comprends pas en fait. J'ai du mal à comprendre. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas de médicament sur la maladie. Certes, c'est pas un médicament curatif. On est d'accord. Oui, il y a des effets secondaires. Ok, tout ça, on est d'accord. Il y a pas de problème. Ça suscite quand même un espoir sur peu de personnes éligibles, parce qu'en fait, on dit que les personnes éligibles à ce médicament sont des personnes en tout début de maladie. Et après, on enlève, si vous avez du diabète, des risques cardiaques, tout ça, on enlève, etc. Donc ça restreint quand même le nombre de personnes. Sauf que ces personnes peuvent avoir un médicament qui... Et donc c'est refusé pour ces raisons-là? Alors en fait, la HAS à chaque fois refuse sur... la Haute Autorité de Santé. Ouais. La Haute Autorité de Santé, pardon, sur le bénéfice-risque. Sauf que, là aussi, l'Agence européenne du médicament, au départ, avait refusé, puis en fait a autorisé. A autorisé en disant, en fait, on va restreindre le protocole et on va en fait le muscler un peu pour justement éviter un maximum tous ces effets secondaires. Donc les personnes éligibles, on va en éliminer un peu plus pour justement éviter ces... Et du coup, j'ai pas l'impression que la HAS ait en tout cas entendu l'Agence européenne du médicament. Alors il se trouve que la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, bientôt l'Espagne vont l'autoriser. Donc du coup, en fait, là aussi, inégalité, et vous allez avoir en fait des Français qui vont aller à l'étranger procurer le médicament. Merci beaucoup, Benoît Durand. Je rappelle, vous êtes directeur général de l'Union nationale France Alzheimer et maladies apparentées. Merci d'être venu à l'occasion de cette journée mondiale sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Didier Moglet, merci. Merci à vous. Rapidement, quand vous entendez ça, vous dites quoi? J'ai envie de réagir aussi par rapport à l'accompagnement, non seulement des aidants, mais aussi des employeurs. Parce que derrière, il y a de l'humain et il y a beaucoup de difficultés derrière tout ça. Merci Didier Moglet, à très vite. Mathéo Lamblot, merci beaucoup. Vous bougez pas sur Sud Radio, on revient la semaine prochaine. Mais avant ça, vous avez le rugby, RC Toulon, Stade Rochelet.